enregistrer sur cet ordinateur. Ok, à partir de maintenant, ça enregistre, donc voilà. Eh ben, c'est parti. Donc, bonjour à tous. On est avec Sylvia Bardier, qui est nutrithérapeute et pharmacienne. On a fait cette vidéo-là parce que, comme vous le savez, on est dans une période un peu spéciale. Tout le monde a du temps pour soi, chez soi. Il y en a beaucoup qui se remettent à faire leur pain, à se poser des questions sur l'alimentation, à consommer de manière un peu différente parce qu'on a plus de temps. Et c'est bien. Du coup, on voulait accompagner un peu tout le monde dans cette démarche. Et puis, vous savez bien que dans le CrossFit, l'alimentation, c'est ce qui se trouve à la base de la pyramide de la condition physique. Ça a des fondements de la condition physique. Et du coup, on fait cette petite vidéo pour répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser et orienter le débat là-dessus. Ok. Sylvie, tu veux te présenter? Oui, donc moi je suis Sylvie Albardier, j'habite Bolan, près de Herve, et je suis nutrithérapeute et pharmacienne de formation, et je reçois à domicile et au cabinet Spinalis à Euzy. Voilà. Ok. Donc voilà, tu peux commencer. Ok, c'est parti. Du coup, la première question qu'on voulait te poser, c'est de manière générale d'abord, de manière globale. Pour toi, c'est quoi une alimentation saine? Par quoi ça passe? Oui, une alimentation saine, pour moi et pour tout le monde, c'est une alimentation qui amène les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain, et cela avec le moins de calories possible pour la plus grande concentration en nutriments. Donc, comme Hippocrate disait il y a 2800 ans, que ton aliment soit ton médicament. Pour cela, il y a quelques règles de base. Il faut essayer de mieux choisir ses aliments. Donc, c'est des aliments non industriels. Essayer de ne pas acheter d'aliments transformés. Avoir le moins de graisses saturées possible et de sucre rapide possible dans les aliments, de sel ajouté, etc. Il faut aussi essayer d'optimaliser sa digestion. Pour cela, ça commence tout simplement par une bonne mastication, boire de l'eau, essayer de prendre ses repas dans un environnement calme, en pensant à ce qu'on fait, etc. Et pas devant la télé et ne pas penser qu'on mange et manger trop comme cela. Prendre des repas complets à chaque repas. Repas complet, ça ne veut pas dire un repas chaud, ça veut dire un repas qui contient des protéines, des glucides et des lipides, beaucoup de végétaux. La majorité de l'assiette doit être plutôt végétale, et essayer plutôt des petits volumes augmentés par justement des crudités, etc. Et avoir beaucoup de micronutriments différents dans les aliments. Donc, ça veut dire vraiment varier le plus possible son assiette. Donc, bien diminuer les graisses saturées, ça je l'ai déjà dit. Donc, vraiment faire attention à tout ce qui est charcuterie bien grasse, les saucissons, etc. Le fromage, les crèmes glacées, les pâtisseries transformées, tout ça, c'est quand même beaucoup de graisses saturées. Difficile de dire Il faut ça. aussi… Comment? Difficile de faire accepter ça presque un lundi de Pâques. Un lundi de Pâques, oui. Ouais. Allez, on se croira un petit chocolat aujourd'hui. Et voilà, et pour les sucres rapides, même chose. Le problème, c'est que les aliments industriels cachent plein de sucre. Il y en a dans presque tout ce qui est transformé. Donc, essayez plutôt de cuisiner soi-même, même des choses toutes simples, mais pour avoir le moins d'ajout de sucre caché. Et essayer d'éviter surtout les sodas, les boissons sucrées comme ça, et plutôt remplacer par des jus de fruits, des smoothies, voilà, des choses comme ça, des eaux minérales, des thés. Avoir une consommation d'alcool modérée. Donc, le seul alcool qui est plus ou moins bon pour la santé, c'est le vin, 2 à 3 verres par jour maximum. Et donc, si jamais on fait des excès, plutôt boire beaucoup d'eau par après pour essayer d'éliminer au niveau
du foie. Alors, essayez aussi de choisir des produits plutôt bio ou en tout cas régionaux avec une culture raisonnée. Et ça, c'est vraiment pour diminuer les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc., qu'on pourrait avaler et qui ont aussi un impact négatif sur notre santé. Augmenter dans les assiettes la part de glucides complexes, ça c'est quand même quelque chose que on ne fait pas spécialement, mais il y a plein de légumineuses et il faut essayer de les remettre au goût du jour. Manger des lentilles, des pois chiches, des haricots secs, etc. Parce que c'est vraiment un bon coupe-faim et en même temps, c'est rempli de vitamines et, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Donc pour les sportifs, c'est vraiment bien. Avoir des céréales plutôt complètes aussi, hein, donc du riz complet, des pâtes complètes plutôt que des pâtes blanches, manger un plat de pâtes blanches qui au final cache beaucoup de sucre rapide. Et alors, donc, augmenter sa part de protéines végétales pour essayer de diminuer sa part de protéines animales. Et ça, de nouveau, c'est par les associations céréales, céréales et légumineuses. Donc, voilà. Augmenter aussi sa part d'oméga 3. Ça, c'est au niveau des lipides. Mais pour avoir une bonne fluidité au niveau sanguin, pour les échanges dans les cellules, etc., c'est super important aussi. Et donc ça, préférez plutôt les huiles colza, les huiles, il y a des huiles mélangées où où il y a de l'huile d'olive, huile de colza, de l'huile de sésame, c'est des huiles quatuor par exemple, ou des choses ainsi. Et ça, c'est pour l'assaisonnement. Quand elle contient des oméga 3, on ne peut pas la cuire. Et pour les huiles de cuisson, utilisez plutôt l'huile d'olive sans la faire fumer. Okay. Et alors, essayez d'apporter les vitamines et les minéraux nécessaires. Donc, parfois, il faut rajouter des compléments. Ça dépend un petit peu le moment de vie où l'on est, en cas de grossesse, etc. Les besoins ne sont pas comblés par l'alimentation. Il faut apporter en même temps de l'iode, du magnésium, des oméga 3 en plus à la maman. En cas de sport intensif aussi, il faut amener plus de nutriments comme le zinc pour qui est un anabolisant musculaire. Parfois des protéines, de la créatine, ça dépend de nouveau de l'intensité du sport et ce qu'on fait. Mais voilà, il n'y a Je pas vais toujours. juste te couper par rapport à ça parce que ça, c'était l'objet d'une question à Ah laquelle ouais, on pourra revenir par la suite. Comme ça qu'on ouais, sera un peu plus structuré. En tout cas, on a bien compris les règles de base que tu ouais. viens de mentionner. C'est assez intéressant. Et moi, par rapport à ça et aux sucreries dont tu as parlé, j'avais une question. Peut-on grignoter entre les repas? Et est-ce que quand on a un coup de mou, est-ce qu'une sucrerie est intéressante? Et que pourrais-tu dire par rapport aux glucides lorsque l'on pratique du crossfit ou autre discipline sportive? Est-ce qu'on doit se priver de glucides? Est-ce qu'on doit en consommer? Quand, comment et sous quelle forme? Oui. Donc, attends, ta première question, c'était Si on peut grignoter entre les repas, si on quand peut on a un coup de grignoter, mou, oui. Mais voilà. donc, voilà, si tu as un coup de mou, il faudra bien quand même que tu grignotes quelque chose. Mais normalement, si tu as eu un petit déjeuner complet et protéiné, tu auras moins vite un coup de mou. Maintenant, en fonction du sport que tu fais ou de ton activité, tu peux en avoir un. Essayer de privilégier les fruits secs. De nouveau, ça dépend un peu l'heure de la journée, mais si c'est un petit coup de mou en matinée, une poignée de fruits secs ou des figues, des raisins secs, etc., peut apporter le petit coup de fouet dont tu as besoin. Si c'est à un autre moment, si tu as plutôt envie de grignoter parce que tu t'ennuies,
là, c'est mieux alors d'essayer de remplacer par des légumes, des potages, etc. Ou de nouveau une boisson, un thé, un smoothie qui va t'apporter quand même le petit goût sucré dont tu avais envie, mais en même temps qui t'apporte des nutriments. Si tu te lances sur une barre chocolatée, ben, c'est clair que ta satisfaction de sucrerie Ouais. Ce sont des sera calories vides. atteinte, mais tu n'auras rien en nutriments, quoi. Et donc, je pense que si tu as un coup de mou, justement, c'est parce que tu as besoin de nutriments et ton corps te le fait ressentir. Et donc, le mieux, c'est de se diriger vraiment vers quelque chose qui contient des nutriments ou des boules énergétiques que tu peux faire toi-même à base de figues, voilà, des choses Ça, ainsi. j'imagine que tu fais un petit peu, de ce que je peux comprendre, tu fais un peu relation à la chrononutrition, non? Aussi, parce que c'est vrai que dans une alimentation saine, ben, on va essayer de ne pas manger de produits sucrés avant le 4 heures. Mhm. Ça, c'est vraiment au niveau biologique. C'est parce qu'au niveau de l'horloge biologique, ben, si tu manges sucré le matin, ben, tu auras moins de sécrétion de dopamine. Ouais. Et donc, la dopamine, c'est la base de la motivation, de l'envie, de l'énergie. Et donc, ben, tu risques de ressentir un coup de mou vers 10-11 heures et avoir vraiment difficile de te motiver pour travailler ou pour faire ton sport. Ouais. Que par contre, au moment de la journée, quand tu vas manger une sucrerie peut-être à 4 heures, maintenant il y a des bonnes sucreries, hein, on peut essayer de trouver des bonnes, un morceau de chocolat noir ou avec un fruit par exemple à 4 heures, ben là, tu, euh, tu vas permettre à ton corps de sécréter de la sérotonine et à ce moment-là, tu prépares ton corps pour la soirée et la nuit avec, Ok. pour calmer un petit peu. Voilà, Parce- c'est surtout ça. Mais c'est surtout Ouais. ouais. Donc, ne pas manger de sucre avant 4 heures, c'est vraiment biologique, quoi. C'est plus. Et j'avais une Ok. dernière petite parenthèse pour ça, parce que c'est l'objet d'une question plus loin, mais bon, à laquelle on a répondu maintenant, avant que Jonathan pose sa question. Moi, j'avais pratiqué tout un temps la chrononutrition, je trouve ça super intéressant. Et en fait, pour résumer, moi, j'avais compris que notre organisme a été prouvé scientifiquement, donc, qu'on est fait pour sécréter des chaînes lipidiques le matin, des chaînes glucidiques dans l'après-midi. Donc, je pense Mhm. que ça rejoint ce que tu viens de dire, que donc Oui. on développe ces chaînes glucidiques, je vais donner un terme un peu plus familial, dans l'après-midi, et que c'est donc à ce moment-là que notre organisme va assimiler les sucres et les bons nutriments. Que si par exemple tu le manges le matin, où ton organisme développe beaucoup moins de chaînes glucidiques, et ben, si même Ouais. tu manges des bons sucres, tu consommes des bons sucres, par exemple, je ne sais pas moi, une orange que tu vas manger comme ça, eh ben, les vitamines présentes dans cette orange vont être moins assimilées le matin que si tu la manges l'après-midi. Que si tu l'as mangé l'après-midi. Oui, ben voilà, ça, je n'ai pas vu les études là-dessus, mais certainement, de toute façon. Et de nouveau, oui, parce qu'au niveau chronobiologique, au niveau du corps, Donc, c'est. donc c'est ça la chrononutrition, la Oui, chronoalimentation, c'est ça? C'est oui, respecter donc le cycle de ce que le corps est censé assimiler à certains moments de la voilà, journée en fonction de oui, ses besoins. au niveau des neurotransmetteurs et tout ça. Donc, D'accord. oui. Super. Ok. Et Chris, on a parlé un petit peu et on s'est égaré après. Est-ce que tu peux faire le point sur les glucides? Parce Ah qu'on a oui, parlé au début de sucre rapide, de sucre un peu plus lent, etc. oui. Donc plutôt, donc essayer de manger plutôt des glucides lents plutôt que des glucides rapides. Donc les glucides lents, c'est quoi? Ben, c'est surtout les céréales, les légumineuses. Euh, et donc, plus on ajoute des fibres, plus le glucide est lent. Donc, un pain complet contient plus de glucides lents qu'un pain blanc, c'est des glucides rapides cachés. Et donc, ça n'a pas le même impact au niveau satiété déjà, et en même temps au niveau pic glycémique. Et c'est vrai que ça, ce qu'il faut essayer d'éviter un maximum, c'est l'effet yo-yo
des glucides. Parce que si on mange, par exemple, une tartine de pain blanc confiture, on aura une grosse sécrétion d'insuline qui va suivre pour faire rentrer le glucide dans les cellules. Et à ce moment-là, la sécrétion est tellement importante qu'on risque d'avoir une hypoglycémie parce qu'on a mangé trop sucré. Que si on mange plutôt avec beaucoup de fibres ou si on rajoute aussi des lipides, ça va diminuer l'impact glycémique. Et donc, à ce moment-là, on aura plutôt une lignée dans la journée sur sa glycémie. Et ça, c'est super important parce que le fait d'avoir des pics d'hyper et d'hypoglycémie, ça fatigue très fort et ça diminue l'énergie Du coup, et la motivation. Du coup, le coup de mou, comme on en parlait tout à l'heure, manger sucré, c'est pas l'idéal puisqu'on va avoir un coup de mou Non, plus tard. voilà, c'est Et ça. comme tu disais, c'est mieux d'avoir un truc plus complet avec D'avoir des des sucres oléagineux, des complets. choses ainsi, oui. Et de Vraiment varier en fonction du moment de la journée, c'est ça? du moment de la journée, oui. Ça peut être aussi un fruit, oui. Ok. Ouais, d'accord. Tu voulais dire autre chose? Non. Ok. Si j'ai pris bonne note de tout ce que tu as dit, je calibre complètement mon alimentation pour essayer d'avoir une alimentation plus saine. Est-ce qu'on peut quand même de temps en temps s'autoriser des écarts? Ben oui. Et sinon, on ne tiendrait pas sur la durée. Alléluia. Bien sûr, voilà, maintenant, pas des écarts tous les jours, c'est sûr, mais quand on fait un écart, ben, se dire que la journée du lendemain, ben, on va boire un peu plus d'eau, manger plutôt des potages, rééquilibrer comme ça. Donc, ça dépend de l'écart qu'on fait. De nouveau, si c'est une semaine de fête intensive, ben, il faudra peut-être récupérer un peu plus longtemps en faisant beaucoup de sport et en buvant beaucoup d'eau, de thé, etc. Mais voilà, maintenant, un repas où on prend un petit dessert, on boit un petit verre de vin, ben voilà, pourquoi pas. Et le repas suivant, soit on ne le prend pas, soit on prend juste un potage, quelque chose comme ça, pour rééquilibrer alors et bien digérer. Ok. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport à ça, donc Jonah t'a posé la question donc, qui était intéressante à savoir. Et comment donc justement gérer un écart? On en reste sur la question du jeûne intermittent. Oui, Je te pose cette question-là pourquoi? Parce que moi, je suis à fond pour le principe de la chrononutrition et aussi pour les écarts le week-end. Alors, régulièrement, ce que je fais quand je mange le week-end plus de choses, je me permets beaucoup plus de choses le week-end que la semaine parce que, oui. l'air de rien, en société, c'est pas toujours évident non plus de rester dans son canevas bien ciblé. Voilà. Alors, moi, Mhm. souvent, ben, je jeûne du dimanche soir au lundi après-midi, tu vois. Donc, je pratique Oui, l'intermittent une fois par semaine. Est-ce que tu penses que dans le cadre d'un écart, comme Jonathan vient de parler, c'est intéressant de faire oui, ce... oui. Peut-être d'abord définir le jeûne intermittent, expliquer ce Oui, que c'est. oui, Oui. Donc, le jeûne intermittent, c'est pour alterner des périodes où l'on mange et celles où on ne mange pas, mais on continue à boire. Donc ça, c'est important aussi, c'est pas sans boisson. Et donc de manière régulière, donc comme disait Chris, toutes les semaines, ou il y en a qui le font tous les jours, mais alors c'est des jeûnes nocturnes. Il y a différents types en fait, de jeûnes intermittents. Donc le jeûne nocturne, c'est par exemple arrêter le dernier repas, le prendre à 16 heures et le lendemain manger peut-être vers 9 heures. Voilà, on a un jeûne important la nuit. Il y a aussi un jeûne où un jour sur deux, on mange 25% de la quantité des autres jours. Ça, c'est un peu compliqué parce que je trouve qu'il faut calculer ses parts, etc. Euh, donc, un jeûne où c'est 24 heures une fois par semaine, donc comme Chris fait. Ou alors, il y en a qui font aussi 5 jours, ils mangent à leur faim, et 2 jours, alors ils mangent que un quart des proportions habituelles. Donc voilà, il n'y a pas de meilleure méthode que d'autres. Celle qui est peut-être le plus facile, c'est celle de sauter le repas du souper, mais la semaine.
ou comme vous faites, je pense, je aussi, ne pas manger le lundi avant 19h, etc. Donc, Ouais, on a fait ça un c'est peu. quand même. Et donc, il y a beaucoup d'effets positifs quand même. Donc, au niveau perte de poids quand même, aussi une amélioration au niveau cardiovasculaire. Donc, les médecins trouvent que c'est quand même fort intéressant. Et on a même étudié que ça augmentait l'immunité. Donc, voilà, parce que ça fait diminuer l'inflammation. Le corps se met un peu au repos au niveau digestion. Et donc, il y a une diminution du stress oxydatif et du coup, l'immunité augmente. Voilà, c'est quand même C'est bon à intéressant. savoir. Ouais, Même chez les sportifs, du coup, c'est intéressant. ouais, ouais. Ok. Parce que le sportif sécrète beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de stress oxydatif chez le sportif, puisqu'il brûle beaucoup de mitochondries. Et du coup, voilà, c'est vrai que le jeûne permet aussi de réparer les cellules. Donc, voilà. Ok, super. Et donc, c'est vrai que pour les personnes qui veulent peut-être déjà un peu commencer, essayer de souper le plus tôt possible et de déjeuner un peu plus tard pour avoir une période où on ne mange pas du tout d'au moins 13 heures. Ça, c'est vraiment quand même déjà bien. C'est déjà un bon début. Maintenant, si on sait faire un peu plus longtemps, c'est bien. Mais déjà 13 heures Et, de jeûne, c'est et sinon, tu disais, ceux qui veulent jeûner tous les jours, c'est un jeûne nocturne, alors c'est ça, à partir oui, de oui, 16 oui. heures jusqu'au lendemain Par exemple, matin? tu manges la dernière fois à 16-17 heures en fonction de ton travail et tout. Et le lendemain, tu déjeunes Ouais. avant de partir au travail. Donc ça dépend un peu, mais tu essayes d'avoir la plus longue période possible en fonction de ton boulot. Et Est-ce que ça veut dire que, dans cette question-là, est-ce que ça veut dire que dans la période, à partir du moment où tu vas déjeuner, entre la période où tu vas déjeuner et où tu vas stopper, donc vers 16-17 heures, est-ce Oui. que la répartition de tes plats que tu fais en général entre 8 heures et 20 heures peut être donc répartie sur cette période ou est-ce qu'il faut enlever un repas? Non, 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 tu fais alors à ce moment-là 3 repas. Tu manges le matin protéiné, euh, par exemple une bonne assiette avec des œufs, etc. À midi, tu remanges complet. Et alors, vers 16-17 heures, tu essayes de manger un peu plus léger. Et là, tu peux avoir une petite part de glucides un peu plus importante. Ok, super intéressant. Ouais. Super intéressant. Ok. Question suivante. Est-ce que tu penses que l'alimentation peut jouer sur la concentration? Oui. Ça, oui, clairement. J'en ai un peu parlé tantôt, mais Ouais, c'est vraiment exact. avec les acides aminés qui sont contenus dans les protéines, euh, que ce soit végétal ou animal, hein, les protéines. Donc, par exemple, la tyrosine, qui est contenue dans les protéines, va permettre d'avoir vraiment une concentration, une mémoire, une vigilance. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de manger des protéines le matin aussi, parce que ça va vraiment doper, en fait. C'est vraiment des précurseurs des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. Et Ok. donc, ça va vraiment amener de la concentration. Que si tu manges sucré le matin, il n'y a pas de sécrétion de dopamine, du coup, tu as moins de concentration et ouais, moins de. Même pour le sport. Hein. Donc, Et chez les enfants, c'est valable aussi? chez les enfants, c'est valable. Oui. Je pense On à tous voit les bien parents qui que les ont. enfants qui mangent leur cornflakes le matin, à 10 heures, ils ont un coup de mou et ils remangent encore un peu de sucre parce que il faut leur donner de l'énergie, mais c'est pas top et finalement, ils sont pas bien concentrés, ils ont envie de fermer les yeux en classe et tout ça. Donc, c'est super Ok. important dès le départ Oui, c'est souvent en fait d'habituer ces enfants. le coup de pompe d'après-dîner. On a souvent la sensation de oh, j'ai trop mangé, on a un Oui, appétit, etc. C'est souvent le résultat du pic de glycémie que on glycémique. a mangé le Oui, matin. D'accord. oui, Ok, c'est bon à savoir ça. Surtout pour les parents qui doivent s'occuper des enfants pour le moment et leur faire des oui, devoirs. oui.
qui sont D'ailleurs, je pense même que c'est important de préciser aux parents d'enfants, enfin même à nous, que de ne pas associer le sucre à, par exemple, oui, j'arrête le sucre, mais je mange une banane, une orange le matin, je remange une pomme à 10 heures, je remange 2 pommes Oui, l'après-midi. Ça aussi, il ne faut pas oublier que ça reste du sucre, bien qu'il soit oui, naturel. Ça joue aussi évidemment avec la oui, glycémie. oui. Et alors, par exemple, si on veut justement ne pas avoir ce pic glycémique, même si on mange une banane qui est un peu mûre ou quoi, ben, en mangeant une poignée d'oléagineux en même temps, on va diminuer ce pic glycémique parce que les lipides ou les fibres diminuent le pic. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Donc associer plutôt un fruit avec une petite poignée de noix Ouais. ou voilà, ou un peu de fibres. Ouais. Ok. D'accord. Bien. Ouais. Chris, tu voulais poser une question? On avait la question suivante concernant les suppléments, les compléments alimentaires. Oui. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Enfin, tu en as un petit peu parlé au début de l'interview. Et alors, doit-on en consommer obligatoirement? Oui, donc en gros, ben, l'alimentation actuelle, ben, comme elle est issue d'une agriculture plutôt intensive, etc., les aliments, ils ont perdu beaucoup de leur qualité nutritive. C'est pour ça que c'est bien de manger bio, de son jardin, etc., parce que les aliments ont une valeur nutritive beaucoup plus importante. Il y a moins de vitamines dans les tomates actuellement qu'il y en avait au début Voilà, du guerre. siècle, quoi. Donc, c'est vraiment le fait de l'agriculture intensive. Et donc, finalement, il faudrait, pour combler tous les besoins du corps, il faudrait vraiment une quantité importante d'aliments qu'on ne saurait pas manger sur une journée. Et donc, parfois, on a besoin d'apports supplémentaires. Alors, ça peut être ponctuellement, je prépare une compétition, je vais avoir besoin de plus de magnésium, de zinc, de vitamine C, etc. Et donc là, c'est ponctuel, mais ça peut être aussi, on sait que 100% de la population est en carence de magnésium, par exemple, dû au stress, dû à l'alimentation qui n'en apporte pas assez. Donc voilà, si on se sent stressé, etc., on libère encore plus de magnésium. Donc peut-être que ça, c'est déjà un des aliments, un des nutriments qu'il faudrait apporter. Les personnes végétariennes ou végétaliennes, ben, elles manquent aussi de nutriments qui ne sont amenés que dans la viande, dont le zinc, la vitamine B12 et le fer. Et donc, pour ces personnes-là, mais voilà, je pense qu'il faut un suivi par contre, mais il faut réadapter le niveau, enfin les nutriments. Ben, je l'ai dit tantôt, les femmes enceintes. Et les enfants en croissance aussi, parfois, il y a des pics de croissance chez les enfants qui font qu'au niveau nutriments, ben, ça ne suit pas fort. Et donc, peut-être que cette petite période de croissance Là, on t'a perdu. On est en train de te perdre, Sylvie. Ça, c'est Merde. les aléas du Wi-Fi. Ouais. Ok, Syl, on ne te capte plus. Itinéris. Ouais. On va attendre un petit peu le temps que la connexion se rétablisse. Ouais. Euh, on coupera. Ouais. Ah voilà, Syl. Ah voilà, Sylvie, on t'a Ah, On t'a récupéré. perdu. Tu peux. voilà, mais je ne sais pas pourquoi parce que j'ai rien fait. Ouais, c'est pas grave. On t'a perdu au moment où tu parlais de la croissance des enfants. Oui, Oui, donc en pleine croissance, un enfant aussi, il a des besoins accrus en zinc. De nouveau, le zinc, c'est un élément anabolisant, donc anabolisant musculaire, mais de toutes les cellules. Et donc ça, c'est quand même aussi super important de le savoir parce que le zinc est à la base de l'immunité. Et justement, en ces moments de corona, on a besoin vraiment d'une bonne immunité. Et donc, le,
voilà, le zinc apporte l'immunité aussi nécessaire. Ok. Et justement, cette période de coronavirus, tu penses qu'il y a d'autres trucs sur lesquels on devrait être un peu plus vigilant que la normale? Mais oui, vraiment baser son alimentation sur les produits frais, légumes et fruits pour apporter les vitamines nécessaires, surtout vitamine C. Donc pour l'immunité, il y a surtout vitamine C, zinc et vitamine D. Donc la vitamine D, c'est la vitamine D apportée par le soleil. Maintenant, dans nos pays, on est souvent en carence. Et donc, ça, c'est quand même important. Ici, nous, tout le monde en prend parce que justement, pour booster l'immunité suite à l'épidémie, il faut que les doses soient assez importantes. Et donc, Ok. les doses, c'est quand même 3000 unités par jour. Et, ouais. Et De donc, toute il faut façon, au moins ça. ouais, j'imagine que de toute façon, il y a une individualisation qui doit se faire par rapport à tout Oui, ça oui, et oui, c'est en l'intérêt fonction de la d'aller. prise de sang, hein. Mais, Ouais. mais voilà, en gros, 100% de la population belge est en carence Ouais. quand même de vitamine D. Donc, Ok. on peut. Voilà. On Maintenant, peut c'est faire vrai le que plein pour le pour le moment, moment. il fait beau. Oui, maintenant, c'est vrai qu'il fait beau. Donc, les gens se dévêtissent et vont un peu dehors. Et donc, ça, c'est super bon aussi, par Ok. contre. Mais plus on vieillit, moins on synthétise la vitamine D amenée par le soleil. Et donc, ça, il faut le savoir aussi. Donc, une personne de 20 ans qui va au soleil va savoir mieux synthétiser un apport continuel toute l'année. Ok. Voilà. Ok. Euh, Question suivante. Tu en as parlé justement un petit peu avant, des gens qui sont un peu végétariens, véganes, etc., qui doivent se supplémenter. Il y a quelques mois d'ici, il y a le documentaire Game Changers qui est sorti là, et ça fait un peu de bruit, surtout dans le monde du CrossFit, ou en tout cas, je pense qu'il y a eu une petite conscientisation de ce que ça pouvait apporter comme bénéfice ou comme mauvais apport de manger de la viande. Est-ce Oui. que comment Est-ce que c'est mauvais de manger de la viande d'abord? Et si on veut compenser, par quoi est-ce qu'on doit compenser? Voilà, en gros. Oui. Mais donc, la viande, on peut en manger, mais de nouveau, il faut essayer de bien choisir Ouais, son origine. Et parce que les viandes industrielles où les poulets sont élevés en batterie, etc., ils sont bourrés de bactéries ou d'antibiotiques et tout ça. C'est sûr que ça n'amène que des perturbateurs endocriniens, des toxines, etc. Donc voilà, de nouveau, je pense qu'il faut faire vraiment attention à l'origine. Manger de la viande, oui, mais peut-être pas tous les jours, ou si on en mange, mais des petites quantités et pas 300 grammes de steak. Pourquoi? Parce que c'est quand même pro-inflammatoire, la viande. Et donc, justement, pour un sportif, on va essayer de diminuer l'inflammation un maximum aussi. Et donc, voilà. Il y a aussi la manière de cuire la viande. Si on fait des barbecues, etc., vraiment essayer une cuisson douce, pas des choses noircies, grillées, qui amènent aussi des perturbateurs endocriniens et de l'inflammation. Donc voilà. La viande, c'est acidifiant. Donc déjà, le sportif, il est un peu acide, il est en acidose, donc il faut faire aussi attention pour ça. Et donc bien associer de la viande à des légumes qui vont justement diminuer cette compenser. acidité, hein, ouais, Ah, tu compenser. parles si je me souviens bien, d'un livre que j'avais lu. C'est les phytates qui sont présents donc, dans la viande, que tu dois, donc on en revient en fait à ce que tu expliquais, bien assimiler tel aliment avec par exemple de la viande pour justement ralentir l'absorption de cette acidité dans le corps, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. C'est vraiment pour avoir un équilibre acide-base C'est ça, voilà. équilibré, oui, parce que l'acidose peut provoquer des maux de dos, des problèmes digestifs et elle accélère le vieillissement, etc. Donc, c'est vrai que justement, comme un sportif est plus en acidose
qu'une personne qui ne bouge pas à la limite. Il faut vraiment compenser par des aliments plus basifiants. Donc, et ça, c'est vraiment les légumes. En général, en gros, c'est les Comme, végétaux qui sont comme tu basifiants. disais, plutôt de saison et plutôt locaux et bio, quoi, du coup. Ouais, ouais. Ok. Et alors, par contre, pour les personnes qui veulent faire du sport en étant végétarien ou végétalien, il n'y a aucune contre-indication, mais il faut vraiment essayer d'associer un maximum les céréales avec les légumineuses pour avoir un apport complet en protéines. Euh, Parce que ça, c'est super important. Si on est végétarien ou végétalien et qu'on mange très mal n'importe quoi, que des légumes ou quoi, on n'aura pas assez de protéines, Ouais. surtout quand on fait du sport, on ne sera pas bien, quoi. Et donc ça, il faut, enfin, soit on se documente, soit on se fait suivre, mais pour justement ne pas avoir de carences. Mhm. Et on se fait suivre surtout alors pour les femmes, surtout pour le fer et la vitamine B12 qui sont super importantes. La vitamine B12, si on est en carence, on risque des problèmes cardiovasculaires. Ouais. Euh, le fer, c'est fatigue, etc. Et en même temps, il faut savoir aussi qu'une femme qui manque de fer ne pourra pas avoir d'enfant. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des choses à contrôler. Et ça, je pense quand même que c'est important de se faire suivre par son médecin. Ok, donc si je résume trivialement, si on veut diminuer sa consommation de viande et qu'on veut, il faut pas le faire n'importe comment, si on veut prendre des protéines végétales, il faut que ce soit associé toujours avec certaines céréales et il faut pas faire ça n'importe comment pour que tout soit Oui, bien assimilé et pour toujours avoir le même apport en protéines que si on oui, mange de la viande. oui. Maintenant, Ok. voilà, on peut faire un jour sur deux manger de Ouais, la c'est viande. ça. Il y a les œufs aussi, ça dépend. Maintenant, voilà, ça, tout type de végétarisme ou végétalien, ça dépend. Ouais. Ok, ok. Ouais, D'accord, super. merci. Et par rapport à ça, ça nous amène à une question très intéressante, dans celle que j'attendais le plus. Le gluten et la lactose. Suis-je intolérant? Par quoi puis-je substituer mon alimentation? Et alors, au niveau du pain, tout le monde en parle et tout le monde commence à en faire soi-même. As-tu des conseils à ce sujet? Doit-on consommer du pain? Et si on le fait soi-même, vers quel type de farine ici, par exemple, pourrait-on Ok. s'orienter pour que ça reste le plus sain possible? Donc, si on est intolérant, c'est clair qu'il faut écarter l'aliment. Maintenant, parfois, c'est des intolérances dues à un problème digestif. Et donc, ça peut être ponctuel aussi, si ce n'est pas une maladie cœliaque ou une allergie. Hein. Une allergie, on ne peut pas manger l'aliment, sinon on risque des problèmes importants. Pour l'intolérance, c'est de nouveau l'excès qui nuit en tout. Et donc, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'intolérance maintenant, de nouveau. On va reparler de l'industrialisation, mais c'est pour ça. C'est parce que pour faire du pain qui gonfle, on rajoute du gluten parce que le gluten fait gonfler. Euh, et donc, il y a de plus en plus de personnes intolérantes au gluten ou en tout cas qui ne le supportent pas parce que les céréales ont été boostées et, euh, et on rajoute en plus des poudres pour faire gonfler les pains. Alors maintenant, euh, ce gluten, qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'organisme? Ben, il provoque des, une perméabilité intestinale. Donc, il va vraiment Une porte d'entrée aux augmenter. bactéries, ouais. Comment? Ça veut dire que c'est une porte d'entrée aux bactéries, puisque la Aux paroi intestinale bactéries, elle aux devient. bactéries, oui, oui, oui. Et puis des problèmes digestifs, des mauvaises absorptions des nutriments, parce qu'il y a une partie des nutriments qui n'est absorbée qu'au niveau intestinal. Et donc, oui, ça peut être assez problématique. Et donc, c'est vrai que si on se rend compte qu'on a des problèmes de mauvaise digestion, de diarrhée, constipation, etc., ben, il faut penser quand même aux intolérances. Et même si on écarte les aliments pendant tout un temps, il faut aussi restaurer la barrière
intestinale, la réparer, parce que c'est vraiment hyper important et pour l'immunité et pour la digestion des nutriments. Donc voilà. Maintenant, est-ce que je suis tout à fait contre le pain? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut en manger de nouveau. C'est les excès qui nuisent. Il vaut mieux augmenter la garniture sur sa tartine que de manger une tranche de pain avec une légère tranche de charcuterie, ça n'importe rien. Il faut vraiment le pain doit accompagner le repas et pas être le repas. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous me parliez du pain qu'on fait soi-même. Ouais. De nouveau, ben oui, choisir bien ses farines. Le mieux, c'est des farines bio ou en tout cas des farines complètes, des farines d'autres céréales que le froment. On peut faire de petites épeautres qui ont Contient moins de un gluten, c'est apport ça? différent. Il y en a moins. Il y a un peu moins de, il y a moins de Il y en a gluten, un hein. peu dans les. Ouais. Ouais. On peut choisir des farines sans gluten. Il faut savoir alors que son pain ne gonflera pas. C'est fait gonfler, et donc ce sera un pain beaucoup plus dense, etc. Donc il y en a beaucoup qui aiment moins. On peut faire aussi des associations pour diminuer le gluten. Ok. Et donc mélanger les farines. Et on peut rajouter aussi du levain, faire son levain. Et ça, le levain, c'est super intéressant parce que ça va prédigérer les phytates. Les phytates, c'est un composé qui fait que justement, on n'assimile pas bien les minéraux. Et donc, en fait, dans les céréales, ce qui est important, c'est qu'il y a des vitamines B, des minéraux, et donc c'est bien de les absorber. Mais comme les phytates empêchent cette absorption, ben, en mettant le levain, ça va lever cette inhibition, et donc ça, c'est intéressant. Ah, super intéressant à savoir. Et concernant le lactose? Et pour le lactose, ben, voilà, de nouveau, essayer de le remplacer un maximum par des laits végétaux qui contiennent beaucoup de calcium aussi. Si on prend par exemple du lait d'amande, c'est quand même intéressant au niveau composition. Maintenant, écarter complètement le lactose, ça va provoquer aussi une intolérance plus importante. Quand on écarte tout à fait Ça, un ça fait aliment, vicieux. oui. Mais Ah, donc, c'est concernant les lactases. voilà, de temps en temps, peut-être octroyer un produit laitier, même un morceau de fromage, etc. OK, en manger tout le temps, tous les jours. Voilà, moi, je ne suis pas pour, mais parce que de nouveau, c'est inflammatoire. Euh, et, et voilà. Et Et de ça, c'est nouveau, intéressant ce que tu dis parce que j'en ai payé les frais un jour où j'avais complètement arrêté donc, les produits laitiers, quelle que soit la sorte, les laitages crus, etc., pendant presque 3 mois. Et du jour au lendemain, je me suis fait du fromage frais avec des fruits. Et donc, j'étais au travail, je m'en souviens, j'étais plié en deux à la toilette, au sol, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ben, j'ai pu apprendre que c'est parce que quand tu ne consommes plus de produits laitiers, tu ne consommes plus de lactase et c'est cette protéine ouais, qui t'aide à digérer donc, qui t'aide à le digérer. lactose. Ouais. Et c'est ce que tu peux retrouver alors dans le levain dont tu parlais. C'est Ouais. la même structure, je veux dire, pour la digestion. Oui, ici, oui, on pourrait assimiler, mais c'est vraiment ça, c'est la digestion se fait par la lactase. Et les personnes intolérantes au lactose ou allergiques au lactose, elles n'ont plus de lactase ou en tout cas un déficit de production. Et c'est vrai qu'on est avec cette enzyme parce que petit, on doit digérer le lait que que la maman nous donne. Et donc voilà, mais on a un quota. Et donc c'est pour ça qu'on voit aussi des personnes qui n'ont jamais été intolérantes au lactose et qui le deviennent vers 60 ans, etc. Et c'est parce qu'elles ont utilisé leur stock de lactase, en gros. Et Ok. voilà. Et moi, je discutais avec un gastro-entérologue et il disait, au niveau génétique, il y a de moins en moins de personnes qui ont
le code génétique, en tout cas qui Oui. permet de produire l'enzyme justement. Et donc, d'office, les gens n'ont pas l'enzyme qui digère Oui. le lactose et du coup, on est intolérant ou allergique. Oui. Dès le départ, il y en a plus en plus et on ne sait pas justifier, c'est juste une évolution Oui. de l'être humain. C'est ce qu'il disait. De l'être humain, oui. Oui. Et du coup, c'est le code génétique qui évolue, quoi. Oui. Maintenant, Ça se voilà, voit sur les plusieurs produits continents, laitiers, hein. on peut compenser l'apport de calcium via les aliments, via les Ouais. choux, les fruits secs, etc., qui contiennent beaucoup de calcium, quoi. Et donc, Ok. par exemple, manger un morceau de fromage plutôt à pâte dure qui contient moins de lactose ou pas Ouais. du tout même. Voilà. Et le fromage de brebis a du lactose ou pas? Beaucoup moins. Il y a Le du fromage de lactose chèvre? et de chèvre, mais c'est pas tout à fait les mêmes protéines. C'est ça, en fait, D'accord. qui diffère. Donc, ça dépend un petit peu à quoi tu es intolérant, si c'est Ouais, c'est plutôt à la ça. protéine ou bien au lactose, ou si c'est un déficit de lactose. Ok. Moi, je vois la différence. Si je mange du fromage de vache, je digère super mal et j'ai mal au dos. Je pense plus Mhm. que. C'est vrai. Par contre, le fromage de chèvre, ça va encore. Et Ça va. par rapport à toutes ces intolérances-là, justement, en thérapie manuelle et en ostéo, etc., on se rend compte que de plus en plus, il y a des gens qui ont des problèmes de dos liés à de la mauvaise digestion. Et donc, Oui, ça peut être lié à des intolérances, etc. Parce qu'en fait, les viscères, en gros, il y a des fascias qui relient les viscères à la colonne vertébrale et donc au dos. Et il y a des douleurs qui peuvent venir juste de là, en fait. Du coup, oui. la digestion, je pense, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important, oui. C'est pour ça que je disais que même si on évite alors l'aliment, il faut d'abord réparer l'intestin et ça, Oui. c'est avec des probiotiques, une alimentation avec des fibres, etc. Euh, Parfois, il faut plus longtemps, ça dépend un peu à quel point l'intestin est abîmé, mais il faut parfois de la glutamine et du zinc en plus. Et voilà, mais en tout cas, une cure de probiotiques, quand on a eu des problèmes digestifs, c'est hyper important pour faire stopper cette barrière. Super. Voilà. Cool. Ok, on va partir sur la troisième partie de l'interview où ça va concerner un peu plus tout ce qui est perte de poids. Oui, Ça, je pense que c'est un sujet intéressant en ce moment puisque avec le Covid-19, on se rend compte d'ailleurs que la santé humaine dans le monde, elle n'est pas top top et oui, que les gens qui souffrent le plus du Covid-19, principalement, c'est des gens qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité. oui. Euh, D'après toi, quelles peuvent être les différentes raisons qui font qu'on prend du poids? Donc, ça, c'est vraiment multifactoriel. Donc, il y a des raisons génétiques et médicales, et ça, ben, voilà, alors là, il faut être suivi par un médecin et peut-être depuis la naissance. Ou sinon, ben, c'est beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, euh, à savoir, est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que je mange suffisamment, mais des aliments à calories non vides? Est-ce que j'ai des problèmes de thyroïde? Est-ce que j'ai des problèmes plutôt organiques, etc. Euh, euh, et à ce moment-là, bah, il faut prendre en charge d'abord la pathologie pour un petit peu rectifier le tir. Et aussi savoir pourquoi est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange par faim, par envie, parce que je m'ennuie? Il y en a beaucoup Ouais. aussi qui mangent pour ça. Comment je mange? On a remarqué qu'un enfant qui mange devant la télé, il mange 3 fois plus qu'un enfant qui mange à table, devant C'est son dingue assiette ça. ouais, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il mange et voilà, donc quand on parle de l'environnement de de la table, c'est important aussi. La taille de l'assiette aussi, Maintenant, c'est possible? comment? C'est possible que la taille de l'assiette influence la La quantité taille de de. l'assiette, oui. C'est ce Plus on a une grande assiette, plus on a envie de la remplir. Et donc, Ouais. c'est vrai que diminuer la taille de son assiette, ça peut être bien aussi pour diminuer ses quantités. Euh, donc, voilà, les raisons. Donc, ça peut être aussi dû à un diabète, des problèmes hormonaux, le stress, etc.
Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs et donc, Ok. on va pas pouvoir dire à une personne, ben, toi, c'est parce que tu te nourris mal que tu es gros. Et donc, à ce moment-là, tu n'as qu'à faire ça, ça, ça. Il va falloir vraiment s'adapter à la personne et au pourquoi Ouais, du d'accord. problème. On parle maintenant beaucoup aussi du foie gras et donc ça, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de patients qui ont accumulé beaucoup de toxines de par ce qu'on mange, hein, de par le stress, de par les perturbateurs endocriniens. Et donc, ils mangent sainement et ils n'arrivent pas à perdre de poids ni rien, mais finalement, en fait, c'est parce que le foie est gras et donc il va falloir d'abord détoxifier le foie et pour pouvoir un peu envisager cette perte de poids. Et voilà. Et en Et parlant donc, de cette prise de poids, est-ce qu'il faut se priver de glucides alors si on est en surpoids? se priver de glucides, non, pas les glucides complexes en tout cas. Euh, Maintenant, les diminuer. Et, mais il ne faut pas oublier que ça, tout dépend de nouveau du poids de départ. Il faut arriver à une satiété euh, naturelle. Et donc, ce qui va falloir, c'est diminuer les quantités et surtout bien associer. Et si on mange des légumineuses, un peu plus de légumineuses et qu'on diminue les glucides, ça va aller. La satiété sera atteinte, etc. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir avancer si on diminue, si on supprime complètement les glucides. euh, on aura du mal à tenir sur la longueur parce que la personne aura vite faim et ne se sentira pas bien et donc il y aura trop de craquage, quoi. En Ouais. gros, ce qu'il faut, c'est pas faire des régimes sans quelque chose, c'est apporter vraiment plus de certaines choses pour diminuer d'autres choses. Donc, on va amener à chaque repas manger plutôt 2 légumes, un légume cuit, un légume cru par exemple. Ben déjà, il y aura moins de place dans l'assiette pour autre chose. Et donc, c'est plutôt toujours penser comme ça, apporter quelque chose pour diminuer d'autres choses, mais pas supprimer pour, pour ne pas compenser, parce qu'à ce moment-là, on ne tient pas sur la longueur. Ok. Euh, et de nouveau, ben, essayer de trouver les aliments euh, glucidiques les moins où la charge glucidique justement est la moins élevée, quoi. Et je Donc vais me permettre de te couper par rapport à ça parce que allez, tu viens de mentionner un terme qui m'interpelle et que j'aime bien expliquer aussi, de bien faire la différence entre l'indice glycémique et la charge glycémique. Ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font encore l'amalgame en se oui. focalisant sur l'indice glycémique d'un aliment qui pourrait avoir une charge glycémique plus haute qu'un aliment qui Mhm. a une charge glycémique un indice glycémique très haut, mais une charge glycémique très basse. Et donc, Oui. je trouve que c'est intéressant que tu le rappelles, ça, que la charge glycémique est quand même le plus important. Est plus importante, oui. Et donc ça, c'est vrai que ben voilà, on va vraiment essayer de trouver l'aliment qui, ouais, dont la charge glycémique est la plus faible parce que c'est comme ça qu'on va être rassasié et avoir le moins de yo-yo au niveau pic d'insuline. Et, et il faut se dire aussi que dès qu'il y a une sécrétion d'insuline, l'insuline, son travail, c'est de stocker. Et elle va stocker sous forme de graisse. Donc, plus on a une charge glycémique faible, moins on aura de grosses sécrétions d'insuline Ouais, et c'est donc ça. moins de stockage. Super Voilà. intéressant. Euh, ok, ok. Ouais, donc en gros, si je résume un petit peu, le fait de manger des glucides, ben, ça va varier, ça va dépendre des glucides qu'on apporte, de avec quoi on associe les glucides. Et puis de toute Voilà. façon, ce qui prime, c'est la qualité de l'aliment et la qualité des glucides. Oui. Oui. Et Ah, par on a exemple, un ben voilà, intrus. si, euh, On a un intrus qui s'est ajouté à la vidéo. Attends. Mélik, est-ce que tu peux nous rejoindre plus tard? Ah ouais, j'ai essayé juste l'appli, désolé.
En pleine interview, mais c'est pas grave. Ah, Excellent. Voilà. On peut dire ce sont les aléas du direct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Excellent. Et ok, d'accord. Donc, parce que la qualité des glucides et la qualité de l'alimentation est super importante. Oui. Et tu as dit faire un régime, du coup, c'était la question suivante. On demandait si faire un régime c'est la solution, mais tu Oui. as déjà répondu, je En pense. gros, Parce que- donc des régimes hypocaloriques, ça va pas tenir. En général, pratiquement 95% des régimes échouent. Donc, c'est quand même que c'est pas top. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'avoir une hygiène de vie qui dure sur toute la vie et pas se dire ah je fais ça un mois et puis c'est fini. Le mieux pour pas craquer, c'est justement euh, avoir des nouvelles habitudes alimentaires. Et c'est vrai que c'est sûr qu'on va pas changer tout du jour au lendemain, mais progressivement, en adoptant des nouveaux procédés comme mettre des protéines le matin, etc. On va vite sentir la différence, on va se sentir bien mieux, avec plus d'énergie, moins de coups de barre. Donc, on va vite adopter ça. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir continuer sur la longueur. Et bien sûr, on le fera faire à nos enfants, puisque on sent bien que c'est bon pour nous, on va le faire pour les enfants, etc. Et donc, un régime hypocalorique strict ou comme on voit parfois, moi je suis pas trop pour parce que souvent on aura une perte de poids et puis ça revient de plus belle. Donc, voilà. Et puis tu parlais aussi des calories vides tantôt, tout à l'heure. Ça Oui, rejoint un peu le même principe. Si tu oui, veux manger un truc, du pain blanc, il y a pas, c'est un peu des oui, calories vides. Hein. oui, oui. Tu auras toujours faim après, et dans une heure après avoir mangé 8 tartines de Ben pain oui, blanc, tu auras faim. Alors que si tu manges 2 tranches de pain complet, ça sera oui, complètement différent. bien dense, etc. Oui, ça va tout de suite te rassasier bien plus et tu en auras moins besoin, en moins grande quantité en plus. Donc, Ok. ouais, Et ce sera plus facile à gérer sur le long terme. Il y aura ouais, moins des envies de remanger un peu plus. ouais, ouais. Bah, c'est ça Ouais, qui est donc il faut. intéressant comme tu viens de le dire, de bien distinguer régime et hygiène de vie. Moi, je suis absolument pas pour les régimes non plus. Comme tu l'as si bien dit, sur le long terme, il va y avoir un moment ou un autre, que ce soit après un mois ou 4 mois, où on va lâcher. Je pense que c'est important de rappeler que manger sainement et que vous soyez cétogène, paléo, végétarien, enfin, je pense qu'il n'y a pas un type d'alimentation prévu et idéal. Oui, Je pense qu'il faut prendre en compte la morphologie de la personne. Un organisme n'est pas l'autre. Et d'ailleurs, ça s'étudie d'un continent à l'autre. On peut voir qu'en Asie, on va assimiler beaucoup plus facilement certains nutriments et que dans les pays scandinaves, on va assimiler d'autres. Et en Europe, pareil. Donc, je pense pour moi, il n'y a pas un tel de régime. Je pense qu'il faut manger ce qui est bon pour soi et des choses saines, comme on le rappelle depuis le début, des produits qui ne sont pas industriels et manger à sa faim, mais des bonnes choses. Sans voilà, excès, évidemment. Voilà, sans excès. Ouais. super. Tu as bien résumé, c'est bien, Chris. Et alors, on vient donc sur la dernière question que Jonathan et moi, on voulait te poser. Donc, qui est Oui, ici le CrossFit. Donc, on rappelle que tu es quand même membre chez nous depuis, je pense, bientôt 1 an quand même. Quand on pratique un sport intense, en l'occurrence le CrossFit, puisque bon, ici, nous sommes les fondateurs de la VESD, oui. plusieurs fois par semaine, est-ce qu'il faut adapter son alimentation si on compare sportif amateur ou sportif un peu plus compétiteur? Et alors, Oui. avec ça, on aura plusieurs sous-questions, comme par exemple, est-ce qu'il faut manger après une session de sport? Combien de temps faut-il manger Ouais, avant? Etc. etc. ouais. Donc ici, ça peut être très long hein, comme question Ouais, aussi, et parce que en fonction de nouveau, c'est en fonction de l'intensité du sport et ce qu'on y fait, etc. Et donc c'est clair qu'il faut adapter son alimentation, qu'un sportif de haut niveau aura besoin de beaucoup plus de glucides lents qu'un sportif amateur qui va faire une fois sa course par semaine. Et donc, oui, les glucides lents sont nécessaires pour apporter de l'énergie petit à petit tout au long de l'exercice et ne pas avoir de nouveau
de coups de barre et garder toujours une concentration maximale, etc. Donc, maintenant, si c'est un entraînement pour passer une épreuve, comme vous faites parfois les concours, etc., là, il y a aussi possibilité de bien préparer son épreuve. Et ça peut commencer déjà quelques jours avant, où on va augmenter petit à petit les glucides lents, avoir un bon apport de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, pour de nouveau bien pour le bon fonctionnement des muscles et aussi au niveau concentration, etc. Et donc, avoir des repas riches en glucides complexes et surtout bien s'hydrater les jours précédents et le jour même de la compétition. Ça, c'est super important. L'hydratation, c'est vraiment, ça peut provoquer vraiment des mauvais coups de barre ou des crampes, etc. Le manque d'hydratation lors d'une épreuve. Donc, pour ça, ben, c'est toujours quelques heures avant. En général, c'est bien entre 3 et 6 heures avant la compétition, avant l'épreuve, de faire un repas riche en glucides complexes. On peut y rajouter un peu, par exemple, de coulis de tomates, etc., mais sans les peaux, etc., pour pas avoir de problèmes digestifs, parce que le problème aussi du sportif, c'est parfois les problèmes digestifs pendant l'épreuve. Et un petit peu de lipides, mais pas trop. De nouveau, même chose pour la digestion. Mais donc, prendre une assiette, par exemple, de pâtes complexes avec un petit coulis de tomates et un petit peu d'huile d'olive, ça me paraît bien. On peut. Rester sur les grandes lignes. Hein. Oui, donc, oui, c'est vrai que. Et donc, bien s'hydrater. Alors, tu me demandais, après le sport, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on doit Oui. manger même si on n'a pas faim? Parce que c'est souvent une question qui revient à Ouais. la boxe. Oui, moi, j'ai appris le sport, je ne mange pas, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Oui, ben, maintenant, voilà, de nouveau, quoi manger? Ben, c'est des petites quantités. Si ça a été vraiment fort intense, ben, peut-être juste une grappe de raisin. Hein. Ça peut être vraiment un petit apport de sucre comme ça, avec une poignée de noix, etc. Si on n'a vraiment pas faim. On peut, si on n'arrive vraiment pas à manger, juste avoir un petit peu une tasse de thé avec du miel pour ramener du fructose. Si on a vraiment perdu beaucoup, ça c'est pour restaurer le glycogène hépatique. Maintenant, ça c'est plus quand c'est vraiment super intense, comme et voilà. Ce qui est important aussi, c'est bien dormir après une compétition ou après une séance intense parce que ça répare le stress oxydatif de nouveau. Et donc, par contre, si on fait du crossfit le soir, pas chargé en nourriture, en protéines animales le soir, ça sert à rien. Quoi. Sinon, Donc, pour le sommeil, tu veux dire? Pour le sommeil et pour, oui, parce qu'on dormira moins bien et du coup, ben, on réparera moins ces cellules. Okay. Donc, tu veux dire que si tu prends des protéines avant d'aller dormir, tu vas entretenir le stress sommeil est oxydatif. perturbé, hein, ouais. Tu vas jouer aussi sur l'acidose ou pas spécialement? On joue aussi sur l'acidose, oui. Ben, le mieux, à la limite, c'est un bol de soupe avec, ben, voilà, si on veut un petit peu de noix ou des choses ainsi. Quelque chose avec des Bien glucides, s'il n'y a rien à réhydraté. faire, ça restera ce qui va, le sucre, que ce soit lent ou rapide, ça restera quand même une des seules sources de réparation de l'organisme après, allez, des muscles principalement, en séance de sport. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et c'est ça que les gens ont tendance, la population a tendance à pas comprendre en associant sucre, prise de poids et régime, etc. Mais c'est le sucre qui répare les muscles et qui va permettre la récupération après un effort. Oui,
après un effort, il faut se resucrer. Hein. Et ça, c'est pour les réserves du glycogène au niveau du foie. Parce que, ouais. Et donc, Mais ça, pas n'importe quel sucre, quand même, comme tu disais juste avant. Pas n'importe quel sucre, hein, c'est ça? Non, Tu non. disais, Le mieux, c'est le sucre des fruits, c'est pas du sucre blanc. Voilà, oui, c'est le le mieux, fructose. c'est du fructose. Et, Voilà. ok. Du coup, tu as parlé un peu d'acidose et de stress oxydatif dû à l'effort. Est-ce qu'on a des aliments qu'on devrait plutôt éviter ou qui sont pro-inflammatoires Oui, et dont on pourrait se passer? oui. On en a parlé déjà tantôt, en fait. Oui, mais ça vraiment, Le donc, résumé. en gros, hein, c'est augmenter les végétaux de nouveau parce que et tout ce qui est coloré, c'est rempli de polyphénols qui sont anti-inflammatoires. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une règle générale, le plus de couleurs dans l'assiette. On le dit souvent à la télé, mais c'est vrai. Donc ça, les polyphénols, c'est tout ce qui donne les couleurs des aliments. Donc le bêta-carotène, Ouais. le La le chlorophylle. resveratrol, voilà, des choses ainsi. Ça, c'est anti-inflammatoire. Donc, voilà. Augmenter, diminuer le sel, par exemple, dans les aliments, mais augmenter plutôt les épices comme le curcuma, le paprika, le gingembre, etc. Ça, c'est aussi anti-inflammatoire. Donc, utiliser les bonnes huiles, les bonnes graisses et diminuer alors justement à l'inverse hein, les mauvaises graisses qui sont pro-inflammatoires. Trop de viande, c'est pro-inflammatoire. Le lactose, c'est pro-inflammatoire. Donc voilà, Ouais. Les diminuer ces excès, quoi. aliments au profit des aliments voilà, végétaux surtout et avec des bonnes graisses. Ok, cool. D'accord. C'est Très complet. bien. Merci. Ouais, Ça va? super. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sil, pour tous tes De conseils. rien. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que tout le monde en tirera des bons conseils et que les gens ont pris des notes pendant l'interview. Ouais. Ouais. Donc, juste, on rappelle, toi, tu es Oui, nutrithérapeute et tu es ici membre chez nous depuis un petit oui. moment. Et, Voilà. donc, Je reçois à domicile ou au Caspinalis à Eusi. Donc, voilà, si vous avez besoin. cool. Merci pour toutes les Voilà. infos que tu nous as données, Merci. Sylvie. Allez, à la prochaine. Bisous. Bisous. Salut, Salut. ciao, ciao, merci à tous. Tu coupes la réunion.